Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. On est prêt ? Je suis prêt. David, je te lis ma petite intro. Ça marche. Et après tu rebondis, tu réagis. David, bienvenue chez moi. David, tu es journaliste à Mediapart et tu as fait partie de l'équipe qui a mené une enquête sur les guet-apens homophobes, qui sont des pièges tendus par des agresseurs souvent sur les réseaux de rencontres pour, entre guillemets, casser du PD ou les dépouiller. Quand tu m'as dit qu'il y avait un guet-apens homophobe tous les 3 jours, en vrai, sans trop penser, j'ai cru que tu parlais là de chiffres dans un des 70 pays où c'est un crime d'être gay, lesbienne, bi ou trans. Mais non, un guet-apens tous les 3 jours, c'est en France et c'est sur 2022. C'est ce que votre enquête de Mediapart a montré. Il y a une enquête parallèle de Tétu qui a montré les mêmes chiffres. Dans l'entretien qu'on va avoir aujourd'hui, on va revenir sur ce que tu as découvert dans cette enquête. Comment ça t'a changé toi en tant que gay ? Comment on peut se protéger de ces guet-apens si, comme moi, on utilise les apps de rencontre, genre Grindr, et que faire si on a été victime ou qu'un ami nous dit qu'il a été victime ? Est-ce que cette petite intro te va ? Très bien. Tu voulais dire que le documentaire a été fait à plusieurs, c'est un documentaire visuel. Ouais. Tu veux citer tes coéquipiers, Pierre ? Mathieu Magnodex et Sarah Brett. On peut voir le documentaire pour 1 euro. Sur le site de Mediapart, c'est vrai, hein ? Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il est toujours en ligne sur Mediapart. Et donc, en fait, il y a une offre où, pour 1 euro sans engagement, on peut voir le documentaire et puis voir le reste de Mediapart. Et en plus, si on peut aussi offrir le documentaire à d'autres personnes. Est-ce qu'on peut aller dans le vif du sujet ? Et je pense que la première question, c'est quoi ? C'est quoi un guet-apens ? Et notamment, j'ai un auditeur qui demandait, est-ce qu'il y a des modes opératoires où on peut reconnaître le guet-apens ? Alors, à la base, le guet-apens, c'est un piège. Un agresseur, par exemple, va cibler une personne pour la dépouiller, la séquestrer, l'agresser. Et de ce guet-apens, c'est en soi un mode opératoire parce que nous, ce qu'on a développé, c'est 2 types de guet-apens. L'un sur les lieux de rencontre, par exemple les Tuileries à Paris qui sont très connus, où vous allez avoir... Lieu de cruising. Okay. Où vous allez avoir un homme ou un groupe qui va se dire, tiens, je vais aller casser du PD ce soir à Tuileries par exemple, avec des préjugés homophobes. C'est-à-dire, généralement, les agresseurs se disent, les gays, les bi, ils sont plus vulnérables, ils ont plus d'argent, ils vont pas se défendre. C'est un peu les projets qu'on peut retrouver notamment sur l'antisémitisme quand on dit que les juifs ont plus d'argent. Donc c'est ça qui va les guider à la base pour les dépouiller. Donc souvent ça va être un vol de portable, de carte bleue, de cash, etc. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait une hyper-violence. C'est qu'en fait, il y avait des coups et des violents coups qui s'abattaient en même temps. Et on a aussi développé les guet-apens via les applis de rencontre, donc Grindr, Scruff, Hornet, et en particulier Coco, sur lequel on va sur Internet, qu'on retrouve beaucoup plus en province ou en milieu rural. Et là, c'est un homme ou un groupe d'individus qui va se faire passer pour gay ou personne gay ou personne bi pour les piéger. J'ai découvert Coco cet été. J'étais à Dole. Ouais. Et un amant, je sais pas comment j'arrive à voir sur son téléphone. Et il est en train de parler sur un... Et en fait, il me dit, c'est Coco, c'est là où moi, je peux faire des rencontres et tout. Justement, j'ai un auditeur qui demandait, est-ce que c'est des guet-apens plus fréquents en grande ville ou pas ? La réponse, c'est... Quoi ? La réponse, c'est... on sait pas trop, en vrai, parce que il y a plus d'agressions dans les grandes villes. Paris, c'est la ville française où il y a le plus d'agressions homophobes de tout confondu. Ouais. Après, nous, ce qu'on montre, c'est qu'on a le sommet de l'iceberg. En fait, 300, c'est la partie qu'on a pu enquêter. 300 en 1 an 300 sur 2022. 300 en guet-apens en 5 ans et sur l'année de 2022, c'est la dernière qu'on avait, c'est 122 guet-apens, donc un tous les 3 jours. Ok, pardon.
En quoi c'est le haut de l'iceberg ? C'est le haut de l'iceberg parce que déjà nous on a eu beaucoup de mal à consolider ce chiffre parce qu'il a fallu contacter les associations, contacter la presse, faire des veilles sur la presse locale pour voir ce qui était ramassé dans la presse, contacter les avocats, et parce que il y a aucune comptabilité. Donc en fait ces 300, c'est ce qu'on a découvert un peu avec beaucoup de volonté nous, et on sait qu'il y a tout un mécanisme qui fait que les victimes ne vont pas porter plainte, donc vont pas être recensées par les autorités, et donc on peut estimer qu'il y a beaucoup plus d'agressions que 300. Et d'ailleurs il y a des enquêtes de sondage qui montrent que par exemple 25% des personnes gays disent avoir été victimes d'une agression, ce qui sur la masse est bien plus important que 300. Donc là, ce sur quoi vous avez enquêté, c'est pas toutes les agressions homophobes, genre je me balade dans la rue et je me fais taper, ça c'est pas un guet-apens. Le guet-apens, c'est qu'il y a une volonté de l'agresseur. Moi je suis sur mon Grindr et la personne à qui je parle, en fait, je me rends pas compte, mais c'est pas du tout en tout cas il a pas envie de soit me rencontrer, soit qu'on couche ensemble, mais l'objectif c'est me violenter, me dépouiller avec une mécanique, enfin avec un narratif de ils ont plus d'argent, les gays ont plus d'argent. Je viens juste de répéter ce que tu as dit. Ouais, l'intérêt n'est pas ouf. Plus, je pense, les gays sont plus vulnérables. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont pas se défendre. Ouais. Et c'est vraiment, on s'est concentré et d'ailleurs, on s'est pas concentré sur les agressions des lesbiennes ou des personnes trans. On s'est concentré que sur les hommes bi et gays et sur ce mécanisme du piège pour aller les dépouiller et les frapper. Du coup, comment concrètement vous avez l'idée, toi tu savais en tant que journaliste qu'il y avait un problème de guet-apens, c'est quoi les signaux faibles, excuse-moi, que tu as ressenti qui vous a donné envie de faire cette enquête, parce qu'on est d'accord que c'est la première fois que le sujet est creusé ainsi. Ouais, et alors c'est intéressant parce que du coup on était trois, 2 hommes gays, Mathieu et moi, et Sarah hétéro. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est Sarah qui est venue avec cette idée. Après on a questionné un petit peu tout ça, mais elle en fait elle travaillait à l'AFP avant de venir à Mediapart, et elle avait couvert un procès, et ses collègues avaient couvert des procès de guet-apens justement. Et elles étaient marquées par ce procès parce que le caractère homophobe n'avait pas été retenu, que c'était traité comme des faits divers, alors que elles avaient l'intuition et quelques éléments pour montrer que là, à l'époque, c'était en Seine-Saint-Denis qu'il y en avait beaucoup. Donc elle est arrivée avec Mediapart avec cette idée en tête. Et puis c'est vrai que moi d'un autre, et je pense Mathieu aussi, d'un autre biais, on avait des potes qui pouvaient en avoir été victimes, on entendait ça. Et puis c'est vrai que Tétu avait fait un travail aussi de les recenser dès qu'il y avait une affaire de guet-apens dans la presse locale que grosso modo pas grand monde ne voyait. Eux en faisaient un article pour dire encore un guet-apens. Et c'est sur tout ça que on s'est dit en fait on va d'abord en faire un article. On va essayer jamais on a imaginé au début qu'on allait tomber sur un guet-apens tous les 3 jours. Ah ouais. Pas du tout. Nous, on s'est dit, on va essayer de voir, ce sera peut-être une vingtaine, une trentaine maximum, et on va essayer de raconter un peu le mécanisme. Et en fait, on a enquêté pendant quelques mois, et très rapidement, on a vu, je me souviens, Sarah avait dit, on pourrait même en faire un bouquin, tellement il y a de choses à raconter. Et donc, c'est là que Mathieu a proposé d'en faire un véritable documentaire vidéo produit par Mediapart. C'était la première fois pour, en fait, déplier tout le mécanisme, et surtout je pense qu'il y avait aussi une volonté à la fois de montrer ce que c'est une agression, les conséquences pour les victimes, et de leur donner toute leur place aussi parce qu'il y a un traumatisme, parce qu'il y a une histoire derrière, et parce qu'il y a un raté aussi des autorités. Donc ce que j'entends dans ta réponse, c'est que toi c'est jamais quelque chose que tu as vécu. Moi, j'ai jamais vécu en tant que gay de guet-apens. En revanche, c'est quelque chose qui plane, je pense, alors peut-être plus à Paris qu'ailleurs, ou peut-être quand on est un peu parano. Toi, t'habites à Paris, du coup? Ouais, à Paris. Ouais. Mais je pense que quand on va sur les applis de rencontre, ou en tout cas, ça fait partie un petit peu, pour certains, quand on est gay ou bi, du danger qui plane, quoi, de faire attention quand on va rencontrer quelqu'un. Ouais. Toi, t'as jamais eu une rencontre où tu t'es dit, j'ai pris un risque? Parce que moi, si. Moi, je suis déjà allé chez des total inconnus avec genre 2 photos où à la réflexion je me suis dit, tu vois Guillaume, on refera pas ça, parce que tout s'est bien passé, pardon, ouais. Mais je me suis dit, il y a quand même il me manquait tout un tas de preuves et de signaux au vert pour assurer que ma sécurité
Si, je pense que ça. Alors là, j'utilise plus d'appli, mais quand j'étais plus jeune, je les utilisais. Enfin, mes 18-25 ans, je les utilisais. Tu as quel âge? J'ai 34. Je pense que, évidemment que ça m'est arrivé de. En fait, aujourd'hui, j'ai un regard différent parce que, d'avoir travaillé dessus, je pense que 50% de mes façons de rencontrer sur les applis, par exemple, étaient, si jamais on devait mettre un curseur, dangereuses. Ouais. Parce que, mais après, c'est ça qui est compliqué, c'est que pour les auditeurs en tout cas, je pense qu'il s'agit vraiment pas de culpabiliser les gens ou de laisser penser qu'il y a une méthode parfaite avec zéro risque. Non. En fait, c'est vraiment à nous, évidemment, on a un peu brassé le pire et le plus dur avec ce documentaire. Je pense qu'il y a des tips, il y a des astuces pour se protéger, mais c'est vrai que oui, c'est sûr que le fait de mettre sur la place publique comme ça l'idée que les guet-apens n'ont pas disparu et qu'en fait on peut en être victime, ça fait flipper, et quand on est gay, ça fait encore plus flipper, quoi. Ouais, mais moi j'assume complètement qu'on se fasse un peu flipper, et je suis content que tu me fasses un peu flipper. C'est un peu, moi je fais de la montagne. Ouais. La montagne, c'est très dangereux. Et il suffit juste d'avoir le bon matériel, la bonne formation et la bonne attitude pour que du coup ce danger il soit réduire les risques. Ouais. Réduire les risques, tu vois. Ouais. Bon, je sais pas si je suis heureux de cette comparaison montagne Grindr Q, tu vois, mais en fait, comme n'importe quelle activité, le fait que des professionnels m'informent sur ces dangers et me donnent les outils pour naviguer, je trouve ça cool, tu vois. Et non, moi je continuerai à avoir plein de sexe tant que j'en ai envie et tout. Mais du coup, on passe sur je fais comment? C'est quoi les conseils? Qu'est-ce que moi, Guillaume, donc toi tu n'utilises plus les apps, c'est ça que tu disais. Moi je les utilise encore aujourd'hui. Est-ce que on peut là lister les trucs à faire? Alors, et on va voir si je suis une bonne. Alors déjà en préambule, ce serait là une proposition, une liste imparfaite. Et évidemment, ça dépend aussi de ce que chacun souhaite faire. Et voilà. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des éléments, les éléments qui peuvent réduire les risques. C'est par exemple quand on prévoit. Je prends l'exemple typique du plan cul sur Grindr qu'on négocie avant, quoi. Si on a une personne de confiance, qu'on a la chance d'avoir. Si on a une personne de confiance, qu'on a la chance d'avoir quelqu'un à qui sait qu'on est bi ou gay, par exemple, on va lui envoyer un petit texto, on va l'appeler pour lui dire voilà, à telle heure je vois tel mec, si il vient chez moi, si jamais je donne pas de nouvelles dans telle heure, appelle-moi, inquiète-toi, et puis si jamais vraiment j'ai pas de nouvelles, t'appelles la police ou quelque chose comme ça. Si on va chez la personne, on donne l'adresse chez qui on va. Okay. Et il y a un truc un peu qu'on peut faire encore peut-être un peu plus safe, c'est à cette personne, c'est vraiment de confiance, on lui dit appelle-moi, je sais pas, on a le rendez-vous, il est à 20h ou 22h, appelle-moi à 22h30, et comme ça si je te dis un nom de code, là tu sais que il faut t'inquiéter, il faut faire quelque chose, mais sinon je te dirais je t'appelle plus tard, etc. Là c'est un bon moi je le fais pas. Ouais. Je le ferai pas. Ouais. Trop compliqué. Je l'ai déjà fait, je me souviens, mais je me rappelle plus pourquoi, dans un pays étranger. Ouais. Où là, j'étais là, oh là là, et j'avais besoin de moi me rassurer. Moi, j'ai envie de commencer par... moi, je passe toujours sur le téléphone. Ouais, c'est ça. Je trouve que j'ai d'autres façons, et notamment pour les gens qui n'ont pas forcément un entourage disponible pour faire... Je trouve ton idée pas mauvaise, j'avoue, je l'attaque un peu frontalement, mais genre je l'amène dans moi, mon quotidien, et j'ai envie de commencer par pousser les gens, leur dire avec plaisir on se rencontre et tout, puis on se parle sur WhatsApp. Moi je fais des visios, je dis vas-y 5 minutes, en fait on est en train de parler au clavier, on se fait une visio, on voit si ça match, et j'ai déjà accepté de rencontrer des gens qui me disent non, je veux pas te donner mon numéro de téléphone, mais ça c'est un premier signal, je me dis ok, bon après, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens n'auraient pas envie de passer par le téléphone, je respecte, et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un guet-apens derrière, mais créer du lien, même juste des vocaux, et sur Grindr notamment, si c'est cette app qu'on cite, il y a la possibilité d'avoir des vocaux, la possibilité de, non, tu veux pas ton WhatsApp, mais peut-être ton Insta, etc. Donc, d'une certaine manière, moi, valider l'identité et la réalité de la personne, moi, me rassure et me semble être un bon point. C'est un bon point, d'autant que nous, dans toutes les procédures qu'on a pu voir, ça a une importance en fait de passer, par exemple, de privilégier Grindr
ou Scruff, qui sont des applis qui ont une traçabilité. Bah, quand vous connectez et que vous enregistrez un compte sur Grindr, généralement vous donnez une adresse mail ou un numéro de téléphone. Ce qui n'est pas le cas pour Coco. C'est là où ça rend beaucoup plus dangereux ce site. Et après, sur l'idée de passer par exemple par le téléphone, alors ouais, certains ne veulent pas parce que justement il y a cette idée, moi personne ne sait que je suis gay ou que je suis bi, donc je vais être discret. Et franchement, libre à tous de faire ça, mais si jamais la personne le souhaite, c'est mieux déjà pour la confiance, et c'est mieux parce que si jamais il y a un pépin après, il est plus facile d'identifier une personne avec un téléphone que via une appli qui peut disparaître. Dans les années où tu utilisais les apps, t'aurais accepté quelqu'un qui te dit ça te va, on continue sur WhatsApp? Je pense que moi, je l'aurais fait au feeling, c'est-à-dire, que je le faisais au feeling, si je sens que le courant passe bien avec la personne. En fait, il y avait plus ça. C'est une nouvelle étape de passer le numéro de téléphone, donc c'est que la personne, elle m'intéresse plus que voilà. Mais je pense que ouais, c'était pas automatique. Ouais, je comprends. Coco semble être le truc l'app à bannir, quoi. Ouais, là, mais moi, je l'ai découvert cet été, je ne savais pas ce que c'était. Et aujourd'hui, à Paris, je ne l'utilise pas. Mais je reviens à la question de l'auditeur qui demandait est-ce que c'est plus grande ville, moyenne ville et tout. Coco, ça m'a l'air... Enfin, peut-être moi, je vis dans une bulle. Est-ce que tu sais me dire si Coco est très développé à Paris? J'ai jamais entendu parler de cette app de rencontre. Alors, il est quand même, c'est quand même utilisé à Paris. Ok. Parce qu'en fait, déjà, Coco, c'est en gros le repère de la discrétion totale, mais pour généralement la plupart de choses illégales, c'est-à-dire vente de drogue, consultation, partage de fichiers pédopornographiques, etc. Donc, en gros, c'est un peu toutes les choses problématiques qui se réunissent. Et sans comparaison, évidemment, il y a des hommes gays ou bi. Plutôt généralement, c'est plutôt des mecs discrets, soit qui sont mariés, par exemple, qui ont une vie quotidienne hétéro et qui sur un temps précis couchent avec des hommes. Et donc, c'est des forums où on peut dialoguer directement avec telle ou telle personne. Et en fait, le site, il est construit justement pour préserver l'anonymat. C'est-à-dire qu'on s'inscrit sans laisser de traces, on n'est pas obligé de mettre de photos, et en plus, il y a une habitude à rencontrer les personnes sans avoir justement à échanger de photos. Alors, il y en a qui disent, passe-moi ton numéro de téléphone, etc. Mais tout est construit comme ça. Et le problème, c'est qu'en fait, évidemment, beaucoup d'agresseurs savent que, en fait, là, c'est une mine d'or pour eux. Donc, ils vont en masse sur ce site. Et après, quand il y a des agressions ou des guet-apens, il est beaucoup plus compliqué de retrouver les mises en cause, les agresseurs, quoi. Et j'imagine aussi que pour certains d'entre nous, c'est excitant qu'il y a un caractère aussi excitant. T'en penses quoi? Oui, complètement. C'est ça la difficulté de donner des tips. C'est parce que en fait, il y a un côté excitant en tout cas pour avoir parlé avec de nombreuses victimes, mais aussi des assos LGBT et puis des potes qui utilisent tous ces sites. Et puis et toi et pour l'avoir moi sur Coco, j'irais pas par exemple. Mais ça t'a jamais excité l'idée un peu de cette inconnue, de cette totale discrétion, de ces hommes hétéros qui soudainement sont dans ton lit? Ouais, alors je pense que je dois avoir un côté déformation professionnelle qui me rend plus chiant. Mais non, je pense que maintenant je vois en fait les risques ou alors peut-être parce que j'ai 34 ans et que je l'aurais fait à 25, je sais pas, et que ça n'existait pas à l'époque. Dans ta bouche, 34 ans, on a l'impression que t'es un sage âgé assis en califourchon dans le village. Non. J'ai 37 ans. Non, mais en plus, mais je pense que mais je pense que mais enfin, en tout cas, ce qui est certain. C'est que oui, pour beaucoup, il y a une part d'excitation, soit d'aller sur Coco et d'aller rencontrer un mec hétéro, etc., ou même d'organiser un plan cul et de dire et de pas voir la personne. Et il y en a même certains qui vont laisser la porte ouverte et qui vont je t'attends à quatre pattes, les yeux bandés et tout. Voilà. Donc, bien sûr. Coup, il s'agit pas de dire c'est super dangereux, faites pas ça. Mais c'est sûr que ne pas le faire, ça réduit le risque. Oui. Mais après, on peut aussi le faire, comme tu dis, en intelligence, parce que je peux avoir ces envies-là et mettre en place, même si je suis sur Coco, qu'on m'attend à quatre pattes, les yeux bandés, je peux avoir pris le numéro de téléphone. Ouais. Ça reste quand même dans les choses pour prendre soin de ma sécurité. Ouais. Tu penses à d'autres, parce que l'autre astuce qu'on avait notée, c'est se donner rendez-vous dehors d'abord, mais alors, si je suis à quatre pattes... pour ça marche pas. Moi, ça m'excite vraiment pas.
Genre, pas voir la personne, pas lui parler. En tout cas, il y en a beaucoup parce que Bien sûr. nous, on fait témoigner des gens pour qui c'est dans ces conditions-là que c'est arrivé. Bah, je comprends. Non, moi je pense que en vrai, un truc tout bête quand on invite quelqu'un, c'est si on a les moyens, par exemple, on a une fenêtre qui donne sur la rue ou qui donne dans une cour et qu'on peut voir la personne arriver, même de loin. Ah, très bien. Déjà, c'est de regarder par la fenêtre avant le temps qu'elle arrive parce que en fait, on va voir déjà qu'elle est seule. Parce Oui. qu'il y a des dossiers où en fait ils sont 3 et ils débarquent à 3 dans l'appartement alors que la personne avait rendez-vous qu'avec une seule personne. Ça fait peur? Non, moi, ça me fait pas peur du tout. Non, j'étais juste triste pour cette personne qui a vécu ça. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, si j'habite sous les toits et que je vois pas, une astuce que moi je fais, c'est donc imaginons que je suis de ouf en rut. La personne ne veut pas me donner son numéro de téléphone et j'ai envie d'avoir un rapport sexuel mystérieux, fugace et aventuresque. Je vais en bas. Genre, si j'habite dans un immeuble ou dans une maison, je dis, bah vas-y, on se donne rendez-vous au coin de la rue. Et ça, je l'ai fait en Suisse. Ok. Genre, j'étais dans un hôtel et tout, et un mec, je le sentais trop, c'était ultra rapide, je le sentais bien. On est allé au coin de la rue, tu vois. Donc, en fait, là, pour le coup, si le gars me dit, non, je veux pas aller au coin de la rue, en bas de l'endroit où après on va monter pour baiser, je suis là, non, mais mec, en fait, c'est pas très compliqué. Et rien que ce petit moment où on se voit, on se salue, t'as raison, je vois qu'il est seul, et après, on marche. Mais ça, c'est une 3 secondes. Ça, c'est une super astuce parce que, bah déjà, si la personne elle refuse, c'est un élément qui, Bah ouais. voilà, qui interpelle. Et en plus, moi, j'allais dire, par exemple, soit de donner un rendez-vous dans la rue, soit de pas donner les codes de sa porte d'entrée principale si on habite dans un immeuble et d'aller ouvrir la personne. Et en fait, c'est un truc tout con, c'est que si jamais on sent pas le truc ou que la personne, ils sont 3 et ça, bah déjà, on peut crier. Ouais. On n'y pense pas souvent parce que parfois on est paralysé ou sidéré par l'agression. Mais en fait, il y a des voisins qui peuvent bouger, puis qui peuvent menacer de l'appeler la police, qui peuvent appeler la police tout de suite. Il peut y avoir une patrouille ou quelqu'un à côté qui vient vous aider. Il y a Et des puis, en fait, caméras. il y a des caméras aussi, donc ça permet aussi de voilà de les voir après si jamais il se passe un truc. Et il y a un truc vraiment tout con, je pense, qui est quand même fondamental, c'est de faire confiance à son intuition. C'est-à-dire que en gros, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été agressés, qui ne le savent pas, mais qui se sont protégées elles-mêmes parce qu'en fait elles ont senti que le plan cul il était pas à faire, que la personne elle était pas vraiment de confiance. Il y a un truc qui allait pas, et il faut pas hésiter même 10 minutes avant de dire non c'est bon, on annule tout, je le sens pas, ou même de dire j'annule quoi. Et mon souci, ça a été alors ça a été d'être tellement excité. Et en fait, dans un temps passé où j'étais pas à l'aise avec mon homosexualité, Grindr et les réseaux de rencontres, c'était un lieu où j'étais super excité, mal à l'aise, et tu sais, parfois porté par ton excitation, alors même que tu refoules un peu tes désirs sexuels, je me suis déjà vu avoir des comportements à risque, débiles, simplement parce que j'ai tellement d'homophobie internalisée que le seul moment où ma tête me dit « Ok, on va aller baiser », là j'ouvre toutes les vannes. Je pense plus à rien et j'ai comme une petite ça parenthèse. fait comme un exutoire où en fait on se permet ce qu'on se bride et ce qu'on s'interdit. Je pense que le risque il est là, tu vois, quand tu dis quand tu as tous nos bonnes astuces, c'est des gens qui sont du coup avec un cerveau disponible et qui sont pas en train de prendre une décision comme moi j'ai pu faire à la va-vite. Mais tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui vont me dire visio, t'es mort et tout. Enfin, moi, quand je dis visio, mais même aller aux gens, ils me disent, mais t'es qui en fait? Je trouve que ce que je retiens de ces astuces, le minimum syndical qui est je descends en bas et je marche 3 pas. Ouais. Ce minimum-là, n'importe qui peut le faire. Ça tue pas du tout la spontanéité du cul. Enfin, tu vois, genre ça la déconnecte de 5 minutes et tout. Ça ne concerne malheureusement pas les gens dont le kiff c'est je t'attends à 4 pattes, les yeux bandés. Bon, bah ça. Mais en tout cas, je trouve que ce minimum syndical, il est faisable. Complètement. Il est simple. Ouais, il est faisable, il est simple. Et puis en fait, il y a un truc aussi quand on met des conditions comme ça avant une rencontre. En fait, le mec qui veut dépouiller ou casser du PD, ça l'emmerde d'avoir trop de conditions et après c'est lui qui passe son chemin. Je suis d'accord. Donc c'est aussi des quelques contraintes comme ça. C'est aussi une forme de sélection. Très malin, je suis grave d'accord. C'est ce que un peu je disais quand, mais dehors il y a les caméras, c'est moins, il s'est passé quelque chose de problématique, je veux retrouver les agresseurs, mais c'est plus, l'agresseur il sait tout ça. Il sait les conditions qui sont de moins en moins favorables pour son agression, et en fait, il y a un moment donné, il va dire, vas-y, je veux pas te rencontrer. Ouais, c'est ça. Je le pense, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as un dernier conseil type
auxquelles tu penses Non, je pensais par rapport à des affaires qu'on a racontées, notamment quand la personne elle donne rendez-vous dans un parc ou dans un endroit un peu forêt, etc. Je pense que pour le coup, quand c'est pas des lieux de drague connus, il faut vraiment y aller en toute connaissance de cause, c'est-à-dire se dire soit j'y vais avant et je vais voir un peu le terrain, etc. Soit en tout cas ne pas grosso modo aller tout de suite dans un parc vide, puisque je pense qu'il y a un élu de Montreuil qui a été agressé récemment dans un parc à Montreuil à 1h du matin, et en fait il y avait évidemment 3 mecs qui attendaient au lieu d'un, et du coup voilà, après avoir discuté avec cette personne après, en gros, il a refait le match en se disant j'aurais pu ne pas rentrer dans le parc et en fait me donner rendez-vous devant. En fait, c'est con, mais un endroit un peu marginalisé, on a des caméras à côté ou une rue passante. C'est l'idée d'aller vers son plan cul et pas de retrouver la personne immédiatement là où on est censé avoir son rendez-vous, quoi. Top. Dans notre prochain épisode, nous allons parler de qu'est-ce que je fais si je suis moi-même victime ou qu'un ami me dit être victime. C'est quoi? Qu'est-ce qui est possible? Et que font les apps et les autorités face à ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer ou de pas se passer? Ça te va? Très bien. Rendez-vous épisode 2. À très vite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.